nous avons organisé un grand concours pour découvrir les inventions qui vont transformer notre quotidien. Lors de la première étape de ce concours, le jury va choisir les idées les plus innovantes, les plus prometteuses. Les inventeurs devront obtenir au moins 3 oui pour passer à l'étape suivante. Qu'allez-vous nous présenter? Je suis l'inventeur de l'épilateur domestique optique. À chaque fois donc qu'on déclenche, on a épilé une zone qui correspond à la surface du quartz. Bien, monsieur, je vais voter non. Votre produit est dangereux. Ça, c'est le premier pas. Attendez, on peut avoir ses idées. Non, tu donnes des preuves, excuse-moi. Si tu dis que c'est dangereux, tu prouves. Je vote non. Oh non, mais attendez. Je suis atterré et sidéré parce que je viens d'entendre. Et là, je vais essayer de le faire calme. Ça, c'est un objet neuf, nouveau, qui peut révolutionner ce monde-là. Tout à fait. Moi, j'aime bien quand tu t'emballes parce que... Je m'emballe pas. Non, mais si, tu l'as dit, je vais vous la faire gentille. Ce qui voulait dire que tu voulais nous la faire salope. Non, donc, j'étais ce que je veux énervé dire, de voir votre prétention. ce que je veux dire, Vous êtes que tu- prétentieux, Non, c'est pas non, un mais- jury. C'est une lunette de WC qui a la propriété de supprimer toutes les odeurs dans les toilettes. C'est pas une invention au sens où nous l'entendons. Vous êtes totalement dans l'erreur, tous les 4. Ah. Tant mieux. Ah, tant mieux, tant mieux. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est avoir vos adresses à chacun, parce que dès que mon produit va démarrer, je vous enverrai une lettre. Personnelle. Le Master Gym, c'est tout ça, c'est un vrai bonheur qui va améliorer le quotidien de tout un chacun. Il va inonder le marché de la remise en forme et du fitness. Je comprends pas pourquoi j'ai eu 4 votes négatifs alors que cet appareil finalement est fait pour gagner. Je suis un gagnant, je suis pas une tafiole. Dimanche Plus, c'est l'émission de la campagne électorale. C'est en direct et c'est tous les dimanches à 12h40. Laurence Ferrari reçoit Ségolène Royal. En plein cœur d'une campagne mouvementée, la candidate socialiste revient sur le projet du PS, le débat électoral et ses polémiques. Demain dans Dimanche Plus à 12h40 en clair et en direct sur Canal+. De la campagne. Salut à tous. Mardi prochain, Dominique Baudis quittera la présidence du CSA au terme de son mandat de 6 ans. Sa dernière interview, il la donne dans Plus clair. Nous lui posons la question que tout le monde se pose. À quoi sert encore le CSA? Que vais-je faire à la rentrée? C'est la question que se pose Koé. Il dit avoir fait le tour de sa méthode. Aujourd'hui, ce qui le tente, c'est la tranche du 18-20h sur TF1. Koé est-il trop gourmand? Réponse dans quelques minutes. Dans Plus clair, également, vous saurez tout sur la guerre que se livrent les émissions pour décrocher leurs invités. Nous vous emmènerons également dans les coulisses de la télé Sarkozy lancée sur le net dimanche dernier. Et vous verrez que les scénaristes anglais ne reculent devant rien. Ils viennent d'assassiner George Bush dans un docu-fiction. Mais d'abord, le top 5 d'Éric Dussart et son palmarès d'informations médias absolument essentiel. Top, c'est parti. Numéro 5, le retour de Guy Carlier à la télé. Il va devenir chroniqueur dans Jour de fête, l'émission cinéma de France 2, aux côtés d'Isabelle Giordano, qui lui a sans nul doute déjà demandé un petit service. Ne soyez pas trop méchants. Autre émission, autre changement de casting pour 50 minutes Inside. Samedi dernier, c'était la première de ce magazine People dans sa version hebdo. Avec elle. Avec lui. Mais cette configuration, c'est déjà fini. Dès ce soir, ce sera toujours. Avec elle. Mais plus. Avec lui. En raison d'audience décevante, TF1 a décidé de remplacer Guillaume Lacroix par Nikos. Voilà qui a dû le ravir. Je vous en parle même pas. Numéro 4, tous les jours, les gros bras de la radio se donnent à fond pour essayer d'être premiers dans vos voitures. Numéro 1 des dernières audiences, RTL, qui creuse sérieusement l'écart avec énergie. La radio jeune n'arrive plus à redresser la barre. Ah ça c'est la surprise. Déception aussi pour notre candidat bleu européen. Il commence à souffrir un peu. Audience globale en baisse et surtout la journée. Baisse pour Jean-Marc Morandini le matin, chaque quart d'heure de son émission attire environ 10% d'auditeurs de moins qu'il y a un an. Et une chute encore plus marquée pour les débuts d'après-midi de la station, d'où l'arrivée confirmée cette semaine pour remuscler tout ça d'Alexia Laroche-Joubert sur la tranche 14h-15h. Dernier perdant de ce sondage, notre candidat jaune France Info. Il est pas content de sa performance. Et il a de quoi, la radio a perdu de nombreux auditeurs en un an, la faute sans doute à une antenne parfois trop froide. Il faudra rajouter un peu de chaleur humaine, un esprit de famille comme PPDA sait si bien le faire dans son 20h. Explication d'Emmanuel Rivalin et de son compère. Numéro 3, les Golden Globes, lundi soir aux États-Unis et sur Paris Première, même si chez eux, on se croyait plus dans Téléfoot.
grand gagnant dans les catégories télé. Ugly Betty sacrée meilleure série comique et Grey's Anatomy qui reçoit le prix de la meilleure série dramatique. Non, vraiment? Des séries américaines qui inspirent de plus en plus nos productions maison, puisque France 2 proposera le 9 février pour la première fois un crossover. Ça veut dire que les héros de PJ et d'avocats et associés vont se retrouver réunis le temps d'une fiction autour d'une histoire commune. J'espère que tout ça, c'est pas qu'une histoire de balle. Parce qu'on va avoir l'air malin sinon. Numéro 2, les fans de Lost risquent de se sentir perdus. Les producteurs ont laissé entendre cette semaine que la 4e saison de la série pourrait aussi être la dernière. On s'en va. À l'avenir, les fans de ce personnage devront donc se contenter de sa version française. Yvan Cassard, orchestrateur de stars. Et puis autre produit de substitution, c'est mieux le matin sur France 3 où il semble aussi naufragé, comme seul au monde. Jean-Luc Lemoyne, notre invité ce matin, vous pouvez lui poser des questions si vous avez envie de téléphoner. Et donc, est-ce que c'est moi qui l'ai fait fuir ou il y a vraiment personne qui vous regarde? Vraiment très seul. Je rappelle qu'il n'y a personne qui a appelé pour me poser des questions et ça fait beaucoup de peine. Info numéro 1 parce que... C'est la meilleure. Diams, bientôt présentatrice de JT. Sur MCM, début février, un vrai journal avec des sujets de son choix, de vrais lancements. Bref, elle va faire sa Claire Chazal. Enfin, à un détail près, le ton ne sera pas exactement le même. Mesdames et messieurs, boulettes et boulets, bonjour. Ouais, grosse. Ça dit, c'est très sympa si Claire, elle aussi, elle adoptait des accents rap. Une forme de renouveau. Ouais, grosse. L'esprit de Diams qui a déjà envahi les journaux de France 2 puisque dimanche dernier, dans le 20h de Béatrice Schoenberg, il y avait... Comme un coup de boulette sur les ondes. Avec cette annonce à la fin de son journal. 20h50, Opération Espadon avec John Travolta. Seul problème, ce film, c'était celui de TF1 et pas celui de la 2. Enfin bon, après tout, elle aurait pu faire encore pire. C'est la fin de ce journal. Pour l'information de demain, vous retrouverez Jean-Pierre Pernaut à 13h et Patrick Poivre d'Arvor à 20h. Je vous souhaite une très bonne soirée. À quoi sert encore le CSA? C'est le titre de l'article que Télérama lui consacre cette semaine. Au terme de 6 ans de présidence, cette question l'agace-t-il ou au contraire la trouve-t-il légitime? Dominique Baudis, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Plus Clair. Alors mardi prochain, vous allez passer le témoin à votre successeur. On parle beaucoup de Michel Boyon et il semblerait qu'il n'y ait donc qu'un nom qui circule en fait pour prendre votre succession. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de candidats? C'est un poste à au président de la République, au président du Sénat et au président de l'Assemblée de choisir ceux qui vont siéger au Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est comme ça depuis plus de 15 ans. Et traditionnellement, celui qui exerce la fonction ne se mêle pas de la désignation de son successeur. Aujourd'hui, à l'occasion de la fin de votre mandat, nombreux sont les journaux qui s'interrogent sur l'utilité du CSA. Le monde de l'audiovisuel a beaucoup évolué. Alors avant de vous poser la question directement, faisons le point avec Marie-Laurence Rincet. Nous avons engagé la numérisation de la diffusion hertzienne avec la télévision numérique terrestre. La TNT, c'est sans aucun doute la réussite de Dominique Baudis à la tête du CSA, faire passer de 6 à 18 le nombre de chaînes gratuites alors que rien n'avait changé dans la télé hertzienne depuis plus de 15 ans. Lancée en mars 2005, la TNT a progressé plus vite que prévu dans les foyers français. L'année dernière, nous tablions entre 5 et 6 millions de modes de réception de la TNT vendus ou loués. Là, on est à 6,8 millions, donc on est vraiment très contents. Aujourd'hui, 65% des foyers français peuvent recevoir la TNT. Ils seront 80 à 85% fin 2007 et les 100% de couverture devraient être atteints d'ici 3 ans. Un succès donc pour un projet qui n'était pourtant pas du goût de tout le monde. Il y avait des pressions importantes des chaînes en place, privées, notamment TF1 et M6, pour que ça ne se fasse pas, parce que naturellement, il allait y avoir de nouveaux entrants qui allaient prendre une part du gâteau. J'ai peur que Loana prenne froid parce qu'il pleut un peu, elle est quand même pas très habillée. Ça, c'est bien possible que Loana ait des problèmes de rhume durant ses 70 jours. Dominique Baudis aurait été le premier président du CSA confronté à un programme de télé-réalité. En 2001, 4 mois seulement après sa nomination, Loana déboule avec son ours rose et la polémique bat son plein. L'arrivée de la télé-réalité en France a été un choc. Il y a eu des pressions parce qu'une partie de la population disait c'est scandaleux qu'on montre ça à la télévision, donc il faut faire quelque chose. Donc le CSA est intervenu en fixant des règles du jeu qui rétrospectivement apparaissent absurdes. Faites attention à lui, vous me le promettez. Au lieu de dire à chaque jeune qui est-ce que tu n'aimes pas et qui veux-tu chasser, on leur demande qui est-ce que tu préfères et qui veux-tu garder. On pourrait dire le résultat elle-même, sauf qu'au lieu d'amener les jeunes à dire du mal des autres, on les amène à dire du bien des autres. J'ai entendu Kenza la salope, non? Mais non.
Intervenir pour calmer les esprits et montrer que le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'occupe du problème, un peu comme il le fait quand il rappelle les chaînes à l'ordre sur le temps de parole des candidats à la présidentielle, des chaînes qui doivent respecter l'équité, un principe flou dont le non-respect reste difficile à sanctionner. Si quelqu'un n'a pas respecté l'équité, qu'est-ce qui va se passer? On va lui couper le journal télévisé, on va lui couper l'antenne, on voit bien que c'est pas possible. Et on est le seul pays où ça existe. Les lendemains de la crise des banlieues, Jacques Chirac a reçu aujourd'hui les syndicats et le patronat dans un premier temps, puis les directeurs des chaînes de télévision pour évoquer la lutte contre la discrimination. Si le CSA s'était penché dès le mois de mai 2004 sur la question de la diversité culturelle à la télé et à la radio, il aura fallu attendre les émeutes de novembre 2005 pour que les choses s'accélèrent. L'arrivée d'Harry Roselmack en joker du 20h de TF1 aura été de ce point de vue saluée comme une avancée. Il est indiscutable que du point de vue de l'antenne, ça a beaucoup évolué depuis effectivement les émeutes de novembre 2005 et la réunion de l'Élysée. On part de tellement loin qu'il faut relativiser cette évolution, qu'aujourd'hui la présence des minorités à l'antenne reste l'exception et qu'il faut qu'elle devienne la règle. Un dossier sur lequel devra donc continuer de plancher le successeur de Dominique Baudis, qui devra aussi s'atteler à d'autres grands chantiers comme le passage à la diffusion 100% numérique et la télé sur mobile. Si vous deviez résumer votre action à la présidence du CSA, ce serait la TNT, le succès de la TNT? Incontestablement, c'est le projet le plus important parce que c'est celui qui concerne le plus grand nombre. En plus, il y avait une résistance très forte, effectivement, de TF1 et M6. Oui, il y avait une résistance très forte de beaucoup d'opérateurs. Et une certaine indifférence de la part de beaucoup d'observateurs qui n'y croyaient pas. Et contre toute attente, on a réussi. Et on a réussi, et ce qui mesure le succès, c'est pas simplement le fait qu'on ait lancé la TNT, c'est que le fait que les Français l'adoptent très rapidement. Autre point important, c'est le symbole de l'arrivée de Harry Roselmack aux 20h de TF1. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses pour qu'effectivement, à un moment, TF1 prenne cette décision? Vous avez exercé une pression positive sur les opérateurs de radio et de télévision, principalement de télévision, en disant les écrans de télévision ne renvoie pas à notre société une image d'elle-même fidèle à la réalité. Ce que je pense, ce que j'espère d'ailleurs, c'est que d'ici 3, 4, 5 ans, ça sera même plus une question, il n'y aura plus de sujet. Parce que la diversité sera inscrite dans la réalité. Alors, un bilan assez positif dans l'ensemble, et puis vous partez au moment où enfle deux polémiques, d'ailleurs pas forcément de lien avec votre présidence, mais qui est la polémique sur les temps d'antenne. Aujourd'hui, on trouve que c'est extrêmement compliqué. Alors, vous défendez l'idée, effectivement, que la France est le seul pays à posséder une telle institution, qui est un garant de démocratie, et en même temps, on voit que c'est la confusion totale. Non, c'est pas du tout la confusion totale. Effectivement, nous sommes le seul pays au monde qui ait ce souci de pluralisme vis-à-vis des téléspectateurs et donc des citoyens, de façon à ce que pendant une campagne électorale, l'ensemble des candidats puissent accéder à l'antenne avec des temps de parole qui correspondent à l'équité, c'est-à-dire que chacun doit avoir sa juste part. Il n'empêche que le pluralisme est respecté aussi dans les autres pays démocratiques, c'est-à-dire que dans le reste, partie du reste de l'Europe, aux États-Unis aussi, et ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on voit bien que la démocratie fonctionne ailleurs, même sans CSA. Désolé, ça fonctionne sur d'autres bases. Aux États-Unis, aucune autorité ne contrôle les temps de parole donnés aux uns et aux autres. Et les médias vous constatez d'ailleurs que les petits candidats disparaissent. Bon. Et pendant la campagne électorale, et pendant les mois et les mois qui précèdent l'élection, les chaînes de télévision vendent de l'espace publicitaire aux candidats. Ce sont donc les partis les plus riches, les candidats les plus riches, qui occupent la quasi-totalité du temps d'antenne dans une relation commerciale. Donc on est loin de notre modèle. Je ne dis pas que ce n'est pas la démocratie, mais disons que c'est une démocratie dans laquelle l'argent joue un rôle essentiel. Nous, on essaye de compenser ça, justement, par une égalité des moyens donnés aux différents candidats. Autre polémique qui enfle au moment de votre départ, c'est celle de la composition du CSA. Après votre départ et celle des deux autres conseillers, après le départ notamment de Francis Beck, qui est le seul homme de gauche aujourd'hui au CSA, eh bien le CSA sera 100% à droite. C'est quand même un peu étrange dans la mesure où effectivement vous prenez l'égalité. Attendez que les désignations soient faites. Oui, mais on le sait aussi. Vous n'en savez rien. Attendez que les désignations soient faites. Non, mais une institution 100% à droite aujourd'hui, est-ce que c'est pas contraire? Non, mais vous donnez le sentiment que les personnes sont liées et dépendantes des personnalités qui les ont nommées. Mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on pose la question de l'indépendance. À partir du moment, oui, justement, donc l'indépendance, ça se prouve tous les jours. L'indépendance, c'est non seulement par rapport au pouvoir politique, au pouvoir au pluriel d'ailleurs, nationaux, locaux, etc. C'est également l'indépendance face aux grands groupes
audiovisuel. Il faut être indépendant du gouvernement. Il faut aussi être indépendant de Vivendi. Voilà, je le dis sur cette chaîne, par exemple. Voilà. Et nous avons prouvé que nous étions indépendants. Et croyez-moi, les pressions qui s'exercent sur le CSA pour tenter de nous convaincre de faire ceci ou de ne pas faire cela, c'est pas tant du milieu politique qu'elles viennent. Ce sont des grands groupes audiovisuels. Parlons de l'intérêt particulier, le vôtre. Maintenant, vous quittez donc le CSA mardi prochain. Quelle sera la suite pour vous? Est-ce que vous allez abandonner complètement l'audiovisuel? Est-ce que vous savez? L'audiovisuel, forcément. Ouais. Quand on quitte le CSA et qu'on a régulé pendant 6 ans le paysage audiovisuel, on ne peut pas, pendant un certain nombre d'années, travailler dans le secteur audiovisuel. Alors qu'est-ce que je ferai? Le jour où je le saurai, je viendrai vous le dire. Merci Dominique Baudis d'avoir été notre invité. Vous êtes allé sans doute surfer sur sarkozy.fr, je ne sais pas si vous l'avez fait. En tout cas, c'est un parfait exemple de la nouvelle communication politique. Dimanche dernier, jour de son sacre, Nicolas Sarkozy a lancé son site où l'on trouve surtout sa télé. Pas de polémique autour du temps de parole, c'est du 100% Nicolas Sarkozy. Dans les coulisses, Julien Dugast. Hier, Nicolas Sarkozy était en déplacement dans l'Aveyron au viaduc de Millau. Tous les médias étaient évidemment présents, des médias franchement ronchons de trouver dans leur champ une autre caméra. Lui, c'est José Frêche, écrivain et ancien patron de presse. Et s'il peut s'approcher aussi près du candidat Sarkozy, c'est parce qu'il s'occupe d'une nouvelle chaîne, NSTV, pour Nicolas Sarkozy Télé. Alors un grand sourire, et puis vous me dites bonjour, je suis Gérard Boissens, allez-y. Bonjour, je suis Gérard Boissens. Et vous êtes le PDG de cette société. Voilà. On a un bouquet de chaînes, vous allez sur sarkozy.fr, d'accord? Votre prénom, c'est comment? Mélina. Bon, alors vous me répondez, d'accord, Mélina, ok? C'est ici, au QG de campagne de Nicolas Sarkozy, dans le 10e arrondissement de Paris, qu'est fabriquée la télé du candidat de l'UMP. Première surprise, l'équipe tient dans un seul petit bureau. Il y a François Delabrosse et moi, et Cécilia en face, quand elle vient. On est dans l'Internet, donc on est quand même dans le virtuel. Il y a des gens qui travaillent ailleurs et qui sont en liaison par nous, par mail, et puis il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est du virtuel, mais les interviews de José Frêche, elles, sont bien réelles. Votre rôle dans cette campagne, Fabien, comment est-ce que vous voyez votre rôle? C'est un rôle aussi de mobilisation. On a besoin de mobiliser les jeunes au-delà du parti politique. Merci Fabien. En revanche, c'est pas super bien cadré. Aucun problème. Ok. Aucun problème, c'est Internet. Le site est ouvert depuis dimanche. Quelques heures seulement après son lancement, 162 000 vidéos avaient déjà été visionnées. Si vous cliquez ici sur NSTV, là, voilà, ici vous avez toutes les chaînes qui viennent s'ordonner ici. Allez-vous vraiment faire ce que vous dites? Voilà ce que cette dame a posé comme question. Cut, à ce moment-là, le dimanche, on voit Nicolas pendant 2 heures, chaque dimanche, 2 heures, et il répond aux questions posées. Le décompte qui passe ici, là, juste là. C'est une millième de seconde, le compte à rebours de la campagne. Mais avant quoi? Avant, c'est le compte à rebours, avant la fin des opérations du 2e tour. Du 2e tour? Bien sûr. Yves Gégaud est un député proche de Nicolas Sarkozy. Il anime supporter de Sarkozy.com. Son objectif, recruter 500 000 supporters au cours des 3 prochains mois. Et pour ça, la télévision de Sarkozy est l'outil idéal. Ils auront chaque jour une ou plusieurs consignes militantes, si j'ose dire, de faire des choses, quelquefois des choses très simples. Inviter des amis ce soir à l'apéritif pour regarder Nicolas Sarkozy à la télévision et en débattre. Voilà une action militante très forte. Un apéro entre amis pour regarder Nicolas Sarkozy télé, ça c'est sûr, ça n'aurait pas été possible avec les classiques affiches de campagne ou les tracts de papa. Je crois que ça va changer la façon de faire de la politique parce que ça va nous permettre de répandre un message immédiat, c'est l'immédiateté du message et c'est l'accessibilité du message au plus grand nombre. On va utiliser l'outil Internet pour mobiliser les gens, leur permettre de se rencontrer, leur donner des conseils. Enfin, l'outil Internet, ça va devenir l'outil militant premier, l'outil de communication par excellence, mais l'outil militant premier. Mais il n'y a pas que ça à faire soi-même, son making-of de campagne offre d'autres avantages. Quand une chaîne de télé a besoin d'images du candidat, un petit coup de fil à José Frêche et c'est réglé. Aujourd'hui, c'est Serge Moati qui est en demande. Il est allé sur le site et son assistante me dit qu'il y a des choses qui l'amusent, qui l'intéressent à mettre dans son documentaire. Et donc là, on est en train de faire en sorte de lui mettre à disposition les images qu'il nous a demandées. Est-ce que c'est ça aussi le but de la chaîne? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça parce que nous, plus les médias reprennent le travail qu'on fait, et mieux nous nous portons parce que c'est exactement ce que nous souhaitons avec ce site sarkozy.fr. Et quand la communication nous fait croire qu'elle fait de l'information, il y a un risque, faire le jeu d'une image évidemment
très maîtrisée. Je crois que c'est plutôt une communication amie, et donc qui se fait sans méfiance, que nous ne sommes pas des commentateurs. Nous sommes simplement des gens qui essayons de montrer les choses telles qu'elles sont et telles que nous les sentons, avec l'empathie. De l'intérieur. De l'intérieur. Julien Dugast, bonjour. Bonjour Florence. On se retrouve pour de nouvelles indiscrétions dans le PAF et on commence avec Estelle Denis, bientôt en campagne. Oui, tout comme TF1 pour sa première émission politique qui recevra Nicolas Sarkozy le 5 février prochain, eh bien Estelle Denis, le premier invité de son émission politique, devrait être Nicolas Sarkozy. Maintenant, vous avez envie de savoir à quelle heure et quel jour sera diffusée cette émission. A priori, le samedi, ils hésitent entre deux horaires, soit en lieu et place de 100% foot à 14h, soit à 19h. Et là, une info essentielle et exclusive, le titre de l'émission qui sera en direct et qui durera 1 heure. A priori, ça devrait être 5 ans avec. Nikos aime les duos. Oui, vous le savez, ce soir, Nikos présentera en duo avec Sandrine Quétier 50 minutes inside à la place de Guillaume Lacroix. Mais Nikos ne s'arrête pas là. Il sera aussi en duo avec Arthur pour les Pieds jaunes le 26, 27 et 28 janvier pour des petites pastilles qui seront diffusées un petit peu partout sur la chaîne pour des appels au dos. Cette année, tout France Télévisions joue la carte de l'Eurovision. Oui, pour la première fois dans l'histoire de l'Eurovision, France Télévisions s'y met à fond. France 2, France 3, France 5, France 4 et RFO présenteront chacun 2 candidats pour la France à l'Eurovision. C'est une première et on nous promet en plus beaucoup d'autres surprises. France 3 justement, où on va retrouver Valérie Benaïm. Valérie Benaïm devrait présenter en prime sur France 3 un nouveau numéro de La Grande Illusion. La Grande Illusion, c'était diffusé le 3 janvier sur France 3 et ça avait amené la chaîne à être 2e en audience cette soirée-là avec 18% de part de marché. Du coup, le succès aidant, eh bien on y retourne. La ville piégée la dernière fois était Marseille. Cette fois, on ne sait pas où Valérie Benaïm ira poser ses magiciens et autres illusionnistes. Et puis, pas de nouvel épisode de Friends réunissant les amis les plus connus de la planète. Mais Courtney Cox et Jennifer Aniston pourraient bien se retrouver dans une série ensemble à jouer dans le même épisode. Ça ne sera pas Friends. Le nom de cette série qui réunit en moyenne 3 millions de téléspectateurs chaque semaine, Dirt, où Courtney Cox-Arquette incarne une éditrice de 2 journaux à scandale. Alors vous allez me dire, en parler c'est bien forcément, mais le montrer c'est mieux. Allez tout de suite, c'est cadeau. C'est un extrait du premier épisode diffusé en janvier aux États-Unis. Oh, regarde. Okay, everybody, what do you got? We have about a dozen really ugly celeb butt shots. Great. Do we have Brittany? Oh, yes. Derriere don'ts. Booty boo-boos? Pass the cottage cheese. All right, that's good, but it's a little too abstract. This is Dirt Magazine, folks. Vous allez me dire, mais quand est-ce que Jennifer Aniston donnera la réplique à Courtney Cox? Eh bien, ça se passera aux États-Unis le 27 mars prochain. Elle viendra y jouer une concurrente, une autre éditrice d'un magazine à scandale. Cette série pourrait arriver sur France 2 l'année prochaine. Merci Julien Dugast pour ces indiscrétions. On vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Et tout de suite, le bloc-notes d'Éric Dussard. Des températures d'une douceur exceptionnelle, un phénomène météo si rare que même Vidéo Gaga a essayé de coller à l'actualité dimanche dernier. La bonne nouvelle est que vous pouvez compter sur nous pour vous faire oublier la chute des températures. Vos gags, ils sont forts les producteurs de l'émission. C'est vrai que pour l'instant, ils ne sont pas vraiment performants. Mais en même temps, ce ne sont pas les seuls. Ambiance printanière aussi mercredi dans Télématin avec ce chroniqueur déjà aux fraises. Et puis incertitude ce matin sur la santé de Franco. Grave, pas grave, va savoir. Franco, non. Castro. De Castro, oui. Franco, c'est fait. Méchant coup de soleil également toujours sur France 2 pour les techniciens de J'ai Rendez-vous avec vous, transformé en J'ai Rendez-vous avec DJ Rachid. Bonjour, toute l'équipe de RDB est ravie de vous retrouver. Et ouais, dimanche dernier dans son émission, c'était Soir Disco. Dans ce musée des voitures ayant appartenu au chef de l'État. Au Spotlights, c'était Maurice. En fait, pendant 1 minute 3 durée de ce petit problème technique, Rachid est un peu devenu une sorte de Jean-Roch. Bravo Carole. Samedi dernier, vous avez vraiment été très forte. Ah merci. Je vais être toute rouge sous le maquillage. 7,5 millions de téléspectateurs pour ce grand concours des animateurs. Ah, très bien. Grande gagnante de ce concours, Catherine Laborde, qui s'est hissée au sommet sur la pointe des pieds, 21 fois. Côté audience, Carole a donc été la reine de cette soirée. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça qu'elle a été plus scintillante qu'une couronne pendant toute la durée de l'émission. Je le confirme. En revanche, il y a un truc que vous n'avez pas compris. Quand on vous disait avant l'émission de jouer la reine, la queen, ça ne voulait pas dire qu'il fallait queener en permanence, ou du moins 8 fois. Je range
Nicolas, le mec. Sympa aussi. Carole qui devrait penser à monter une association des victimes de maladies du rire. C'est considéré comme une maladie très rare, certes, puisqu'il existe très peu de cas dans le monde. Mais déjà 2 à TF1, Carole et vous-même. Eh bien. Nathalie Vincent, co-animatrice de la nouvelle formule d'Incroyable mais vrai lundi soir sur TF1. Belle émission. C'est peut-être pour ça qu'elle a pris un pseudo. Maintenant, elle s'appelle Nathalie Machère. La preuve par 13. Ma chère Nathalie, 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 ma chère Nathalie. Bon score pour cette nouvelle formule, oui, incroyable mais vrai. 2 300 000 téléspectateurs ont regardé ça. Jane Wilson partage sa vie avec 27 furets. Cette femme est une handicapée du sexe. Angeline est une vraie affaire pour un célibataire. De beaux reportages, mais vous auriez pu faire encore plus d'audience en proposant un tout en un. Elle s'appelle Angeline, elle a 60 ans et elle a le bonheur de vivre dans le soutien-gorge de sa vétérinaire. Elle est atteinte d'orgasme spontané grâce à ses saucisses à poil surexcité. American Idol, c'est un peu la version américaine de la nouvelle star, mais un peu seulement, car cette semaine, leur lancement a attiré 37 300 000 téléspectateurs, score record pour cette saison aux États-Unis. You're the best man I'll ever know. La nouvelle star également en diffusion en France en ce moment dans sa déclinaison Invention avec l'inventeur de l'année, de nouveau bien suivi mercredi, 4 900 000 personnes. Mais la plus belle invention d'M6, c'était mardi soir qu'on a pu la voir. Avec leur fameux E.T., leur version maison plus vraie que nature. C'est moi l'extraterrestre. Super E.T. a donc fait son comeback mardi. Allez, c'est reparti. Nous trouve tout, qui aurait sans doute bluffé le jury, avec son invention révolutionnaire qui consiste à glisser dans ses conversations des accusés de réception. 11 fois mardi. Tu as quel âge? 15 ans. 15 ans. Ils sont au travail. Ils sont au travail. C'est devenu ça. C'est devenu ça. Quand elle m'appelle? Des fois, quand elle vous appelle. Je suis obligée de m'en sortir. Tu es bien obligée. Un gâteau. Un gâteau. La nounou de la 6 qui a signé une audience à l'image de son entrée, c'est-à-dire majestueuse. Mardi, elle est arrivée deuxième de la soirée avec 5 millions de fidèles et sans doute parmi eux des membres de l'Académie française qui admirent son phrasé. Aujourd'hui, c'est toi qui s'occupe de la garde de tes frères et sœurs. Et toi qui s'occupe, et toi qui s'occupe. Le grand retour de Fred Courtadon lundi soir sur France 3 avec le temps des yéyés. Mais pas de chance pour elle. Ce genre d'émission sur les 60s, c'est sans doute... Vu le score, moyen. L'émission a terminé 3e de la soirée, 3 600 000 téléspectateurs seulement. C'est triste, c'est triste. En même temps, il y avait comme un problème de cohérence. Pourquoi dans cette émission sur les années 60, Fred Courtadon a-t-elle passé son temps à chanter un titre des années 80? Celui-ci. Elle a fidèlement interprété les paroles à 40 reprises. Pour réveiller le public de cette spéciale Hache tendre et canne de bois, une invitée de circonstance mise dos au dos un nom en 2 syllabes, car 2 c'est un peu sa marque de fabrique. Je souhaite que cette chanson, que l'amour sans que 6 répétitions et au moins 9 tentatives de démarrage pendant son nouveau titre, La complainte du moteur en détresse. Ça bouge à France 2. De nombreuses rumeurs le donnaient partant. Cette fois, c'est fait. Jean-Baptiste Jouy, l'actuel directeur des programmes, quitte France Télévisions. Éric Stemlen, directeur de l'harmonisation et de la programmation de France Télévisions, devrait le remplacer dans les tout prochains jours. Juste après la pub, le zapping, la guerre que se livrent les émissions pour décrocher leurs invités. Et l'invité que nous avons décroché, c'est Sébastien Coé. À tout de suite. Plus clair, la suite, c'est tout de suite avec le zapping. Sylvester Stallone était cette semaine à Paris pour la promo de Rocky Balboa. Il a fait un détour, entre autres, par le plateau de la méthode Coé. Et pour une émission de télé, accueillir une star, c'est un passeport pour l'audience, encore plus s'il en est le premier. Avant d'en parler avec Sébastien Coé, vous allez voir dans notre enquête que pour y parvenir, la guerre est sans merci. Damien Cabrespine. Des talk-shows sur toutes les chaînes, des invités qui passent d'émission en émission pour assurer leur service après-vente. Y aurait-il une guerre des invités sur les plateaux télé?
La promo, un véritable casse-tête pour les attachés de presse qui devront choisir soigneusement les émissions où ils emmèneront leur poulain. Alors, du côté des télés, à chacun sa méthode pour les draguer. Les gens qui ont vu par ailleurs les émissions de Fogiel, d'Ardisson, je pense qu'ils viennent voir la méthode aussi pour son traitement et pour ce qu'ils vont y trouver à l'intérieur. You should never do that again. Nous, on offre en plus de ça le côté divertissant. Au cœur de cette problématique, un métier peu connu du grand public, le programmateur. Normalement, Ariel devait être là à 21h15, elle est toujours pas là. Sa mission, faire venir sur le plateau les invités les plus prestigieux et créer une harmonie, ou tout au moins imaginer un possible échange entre ces différentes personnalités. Il faut observer une certaine alchimie entre le cinéma, le théâtre, la musique, les hommes, les femmes, en tout cas que tout le monde s'y retrouve au final. Vous avez le temps de vous reposer un peu, on va vous emmener. Oui, mais je voudrais pas m'endormir. Ah non. Je voudrais rester un peu sur l'énergie. Il faut qu'on ait un liant. Donc on essaye toujours d'avoir un artiste sur le plateau qui est quelqu'un d'extrêmement généreux pour solliciter un artiste qui serait un peu plus timide. Et Marc-Olivier va touiller tout ça et faire en sorte que ça monte et que ça fonctionne. La course à l'audience rythme le PAF, difficile pour un programmateur d'accepter un invité qui a déjà écumé les autres émissions concurrentes en termes d'horaire et de public. Alors chacun cherche son exclu à une nuance près. Sur les témoignages, forcément on essaye d'avoir l'exclu, le premier témoignage. Vous avez 29 ans, vous racontez comment vous êtes tombé dans le monde de la prostitution, comment vous en êtes sorti. En revanche, sur les artistes, tu peux travailler sur toute leur carrière et donc là, l'exclu est moins importante. Pour se démarquer, d'autres ont choisi un autre mode de fonctionnement. Quotidienne donc en concurrence frontale avec tous les ténors des deuxièmes parties de soirée, Ce soir ou jamais privilégie un thème par émission. Journalistes et programmateurs choisissent ensuite les intervenants les plus pertinents sur le sujet. Le fait d'avoir adopté un autre système permet aux gens d'avoir un autre discours et peut-être un peu de distance par rapport à ce qu'ils ont fait et de les entendre dire des choses parfois plus intéressantes ou en tout cas différentes de ce qu'on entend ailleurs. Ce ne sont pas forcément les artistes qu'on va voir dans toutes les émissions de variété. Donc nous on choisit un petit peu, alors à ce moment-là, de la contre-programmation. Des invités la plupart du temps hors promo, le luxe suprême dans une télé de plus en plus souvent mercantile. Créer un désir sans se faire dévorer par le concept d'une émission, chaque artiste se trouve confronté au problème. Mais l'impact médiatique mérite bien quelques sacrifices. Dans les contrats, il est stipulé pour l'acteur qu'il s'engage à assurer la promotion du film dans la limite de ses disponibilités. Là, j'ai un des rôles principaux. Il est normal que je fasse quand même un certain nombre de promotions. Certains acceptent donc sans sourciller. Un film que j'aime et que j'ai envie de défendre, j'irai le présenter n'importe où, sur un gros plateau ou sur une petite chaîne câblée. J'ai pas de snobisme par rapport à ça. Mais parfois, il y a quelques réticences. Star Academy, c'est une émission que je voulais pas faire. J'ai eu une pression un peu de ma maison de disques. J'ai fait l'émission, puis en fait j'ai rencontré Nolwenn sur le plateau de télévision. C'était une jolie rencontre. Mais on peut dire qu'au départ, il y a une concession. Et la programmation de la Starac cette année, elle s'est un peu encanaillée. Aucun artiste ne vient en disant oh là là, génial, je fais Star Academy. Et je remets le son. Chaque venue d'artiste est préparée pendant... Madonna, ça nous a pris 4 ans, Stevie Wonder 5, et Philippe Catherine et Joe Star 6. Donc voilà. Des chanteurs qui souffrent du manque d'émissions de variété en télé. Qu'est-ce qu'elle te fait à manger, ta maman, Lara? Des spaghettis. Des spaghettis? Non, des spaghettis. Tous les artistes ne sont pas forcément des bons clients sur un plateau, alors les maisons de disques veillent, les talk-shows d'accord, mais attention à ne pas en abuser. Si l'artiste fait que des talk-shows sans faire aucune émission de variété, on devient vite un people. 4 321 000 dominos. C'est énorme, mais attention, la marge de manœuvre est relativement limitée. Il faut que la musique reste la priorité. Voilà, le métier, c'est de chanter. Sylvester Stallone, Sigourney Weaver, Jamie Foxx, les stars US squattaient les plateaux cette semaine. Des stars que les programmateurs s'arrachent, mais courage, patience, les agents américains sont parfois très exigeants.
Pas vraiment au niveau du traitement, on nous a jamais demandé les questions. Il y a des exigences au niveau du temps accordé. Parfois on nous dit c'est un quart d'heure et quand c'est un quart d'heure c'est pas 20 minutes. Techniquement, avec les stars américaines, on n'a pas un temps illimité. Donc évidemment, les plateaux prestigieux, ça, on les met dans le planning. Une communication tout en glamour et condensée dans le temps. En 2 jours, Sigourney Weaver aura fait 3 directs pour la promo de son nouveau film. C'était très sympa, c'était vraiment un plaisir. Sébastien Coé, bonjour. Bonjour. On l'a vu, la bataille fait rage entre les émissions pour effectivement décrocher en exclusivité, parce que c'est mieux, les invités. Et chez vous, on trouve quasiment toutes les stars américaines. Alors comment faites-vous pour les avoir? Vous les payez? Payer? Non, jamais. Non, on ne paye pas d'invités. Et on se bat pas non plus bizarrement plus que ça. Alors que c'est tellement bien la méthode Coé que tout le monde veut venir. Je sais pas, non, je dirais pas ça. Je dirais que je pense que dès le début, on a fait un travail au début. L'émission, elle n'était pas connue. On arrivait, il y avait ceux qui aimaient dès le début la méthode et puis ceux qui l'ont regardé de loin. Et puis, avec le temps, on a commencé à recevoir quelques internationaux. Et comme on les a à la fois bien traités, parce que c'est le concept de l'émission, et qu'à la fois on a fait un show qu'ils n'ont peut-être pas forcément trouvé dans d'autres émissions, bah, vous savez, après les agents, les cassettes circulent aux États-Unis, et puis ils visionnent, et puis ils disent, bah voilà, je veux faire celle-là. Stallone, par exemple, c'est exactement ce cas-là. C'est-à-dire qu'il a vu des images, je ne sais plus ce qu'il avait vu, ou Robbie Williams ou Will Smith, et il a dit génial, s'il y a une émission que je veux faire où je veux m'amuser, où on peut faire le show. Et vous faites plus vendre que les autres aussi, c'est pour ça? Alors il paraît. Mais je vous jure que c'est vrai. Il paraît, moi j'ai rencontré un producteur de cinéma il y a quelques jours, il m'a dit qu'ils avaient commandé une étude sur des émissions de télévision, et celles qui sortaient sur les jeunes, les femmes, celles qui faisaient aller au cinéma, qui faisaient vendre des disques, ce qui arrivait en tête à chaque fois, c'est la méthode. Alors vous qui côtoyez les stars, oui, oh là là, hein. Vous en êtes une vous-même, et vous oui, avez des exigences ou des caprices de stars, puisque à chaque fois qu'on lit une interview de vous dans la presse, en fait vous dites que eh bien, si vous n'obtenez pas ce que vous voulez sur TF1, c'est-à-dire un access, vous pourriez bien regarder ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est pas une exigence de star. La méthode, c'est la 4e saison, ça marche beaucoup mieux en 4e saison que ce qu'on prend en 3e, qu'en 2e. Il y a un moment... Vous vous ennuyez? Pas du tout. Mais j'aime bien toujours avoir une longueur d'avance. Donc, moi, j'ai toujours commencé à dire la 5e saison de la méthode, pour faire un compte rond, ou ce sera la dernière, ou on tentera de pousser jusqu'à 10. Le 20h30, je suis pas sûr que ce soit le rendez-vous dans lequel je me sens à l'aise. Peut-être événementiel ou de temps en temps, mais je suis pas persuadé d'être le gendre idéal du samedi soir. Donc, quand on va par élimination, moi j'aimerais bien faire une émission le matin à la télé. C'est vrai, le matin j'adorerais, mais les gens ne la regardent pas le matin. Un morning en télé, vraiment un jour ça me plaira. Sur quelle chaîne? Mais je sais pas. D'abord, il faudra attendre que les gens regardent vraiment. Pour l'instant, ils sont pas très nombreux. Vous avez donc un projet que vous avez proposé à TF1? Oui. Et alors, ils vous disent... Mais tout le monde réfléchit dessus. Tout le monde est emballé. Non, mais ce qui est vrai en plus. Emballé, et en même temps, ça tarde, parce que ça fait un moment que... Non, ça tarde pas. Non, ça tarde pas. On l'a écrit il y a 2 mois. L'idée, c'est que je pense que, sans révéler un gros secret, dans 2 mois, je pense qu'on va se tourner tout ça, voir la tête que ça a, parce que sur le papier et dans la tête, ça peut être bien, et puis c'est peut-être nul, ou l'inverse, mieux que ce qu'on pensait. Et après, là, vous savez, c'est sur les patrons de chaîne qui décident si ça plaira ou pas. Si vous n'obtenez pas cet access, que se passe-t-il? On verra. Je vais faire une réponse d'homme politique. Que se passe-t-il? Je vais faire une réponse d'homme politique. S'il y a un refus, je mesurerai, je prendrai toutes les conséquences possibles. Non, mais j'en suis pas là. Franchement, c'est pas... Vous avez envie de rester sur TF1? Ah, je suis très bien. Ils sont très très bien, les gens de TF1. Non, mais il faut être très très honnête. Donc pas de velléité d'aller sur France 2? Oui, il y a à la fois des velléités de rien et à la fois des interdictions de rien. Question assez directe. Est-ce que c'est pas une question d'argent aussi? C'est-à-dire qu'une deuxième partie de soirée rapporte moins qu'un access? Non, mais je ne peux pas dire le contraire. Faire une émission tous les jours va rapporter plus à une société que d'en faire une par semaine. Mais c'est pas ça le but. C'est pas la motivation. Non, parce que si vous faites le con, vous allez en faire 5. Donc, vaut mieux rester prudemment toutes les semaines que d'en faire 5 et puis d'arrêter à la fin de la première semaine. Pourtant, on a le sentiment que vous voulez vous émanciper, en fait. Vous étiez avant co-producteur avec Bataille et Fontaine dans un système qui a changé depuis. Aujourd'hui, est-ce que quitter la méthode Coé, c'est pas aussi quitter Bataille et Fontaine? C'est vrai que j'ai repris la production, mais à la fin d'un contrat de 3 ans. Mais j'ai voulu qu'ils participent encore avec moi cette année à l'aventure, pour que ces équipes avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans, parce qu'une émission, c'est pas juste ma gueule qui fait le con. C'est une équipe derrière. Et j'ai voulu que ces gens avec qui j'ai pris du plaisir pendant 3 ans soient avec moi. Une grande partie, 70%, venaient de chez Pascal et Laurent. Et on a essayé de trouver un bel accord pour que les gens de chez Pascal et Laurent soient avec moi, tout en étant toujours avec Pascal et en étant chez eux. Donc je crois que c'est le deal qui s'est fait le plus simplement. D'ailleurs, vous n'avez rien vu dans la presse. À tel point, c'est bien passé. Ça a été, oui, mais parce que c'est pas un secret non plus. Mais c'est humain. On a fait un deal humain. Donc, humainement, vous sauvez Bataille et Fontaine, qui aujourd'hui sont en perte de vitesse. Non, faut pas dire ça.
Mais je pense que si j'avais été un enculé, j'aurais dit, écoutez, fin de contrat, on se dit au revoir, je vais prendre plein d'argent tout seul. Et voilà. Ça n'a pas été ma façon de faire. Moi, j'ai vécu une belle expérience avec eux 3 ans. Je me suis dit, on va continuer une 4e expérience. Comment sont vos rapports avec TF1 depuis les Muppets? Est-ce que c'est au beau fixe dans la mesure où, par exemple, l'émission n'a pas rencontré l'audience que vous attendiez? Non, moi, j'ai toujours pensé qu'on avait signé 40 minutes ou 42 minutes. C'est injouable. 42 minutes de production, un format de marionnette. Vous savez que le format original du Muppet, c'est 22. C'est pas pour rien que Américain ou Anglais avait fait 22. Moi, je me suis battu très longtemps pour avoir au moins 25 ou 26, et on m'a dit c'est 42. Donc on a fait du 42. Donc c'était trop long, selon vous? Ah oui, c'est imbouffable. Non, mais même à produire, c'est très long, parce que vous êtes à un moment dans un univers de marionnettes, et croyez-moi qu'au-dessus de 30 minutes, ça devient dur. Donc on le voyait d'ailleurs dans la formule quotidienne de 5 minutes, qui parfois faisait des vrais cartons. Moi, ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est d'abord de voir que le Muppet, le dimanche, malgré tout, était la première émission de toutes les chaînes. Peut-être pas à 35, mais en tout cas, quand on regardait toutes les chaînes, ce qui arrivait en tête, c'était le Muppet. Si Kermit s'en va, vous allez pouvoir vous consoler avec Weng Weng. Weng Weng, c'est un petit programme court que vous allez mettre en ligne à partir de lundi prochain. C'est une exclusivité planétaire pour Plus Clair. On découvre Weng Weng tout de suite. Oh. Ah. Mes lunettes pour voir au travers les murs. Je te dis, il nous voit pas, il est trop con. Ferme ta gueule, Michel, ferme ta gueule, je te dis. Oh, Michel, viens. Ah oui, ça c'est pour moi, désolé, les gars. Ah. Vous allez voir les gros nazes. Faisons mine de ranger. Je fais mon lit. Ah, je suis en train de faire mon lit. C'est beau, un lit propre. Voilà. Oh, j'ai trouvé mon slip. Ah non, mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut que je vous explique. Alors, on a lancé il y a quelques semaines Koé.fr. Qui cartonne. Oui, on est content. C'est vrai qu'on s'est retrouvés en quelques jours. 2,5 millions de pages lues. Oui, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Et ça, Weng Weng, il faut juste que je vous dise un petit truc. C'est une série que tout le monde va retrouver gratuitement et va pouvoir regarder sur Koé.fr. L'idée, c'est que tous mes camarades, là, les premiers, c'est moi, on double le personnage et on fait des voix avec la particularité de le faire en live. Et on s'amuse à donner vie à ce personnage qui est une sorte de petit James Bond de 90 cm de haut. Merci Koé d'être venu dans Plus Clair. On vous retrouve donc TF1, France 2 en septembre. Mais qu'est-ce que vous... D'abord, pourquoi France 2? Ça fait trop Parce que je m'obstine, peut-être M6. Mais arrêtez, je suis très bien. Voilà. Si je ne re-signe pas, je viendrai vous voir début juillet. J'ai rien. Bon, vous viendrez nous dire alors où vous serez à la rentrée prochaine. Mais tout va bien. Merci Koé. Vous savez sans doute que les anglo-saxons ont très souvent une longueur d'avance en télé. Ils ont franchi une nouvelle étape. On a pu voir cette semaine Tony Blair jugé pour crime de guerre sur Channel 4. Quant à George Bush, il a été tout simplement assassiné dans un docu-fiction. Quand les scénaristes ne pardonnent pas l'intervention en Irak, Damien Cabrespine. Ladies and gentlemen, the President of the United States. C'est un film polémique que Canal+ a décidé de diffuser dans le cadre de ses soirées avant-première. Death of a President, une enquête fictive sur l'assassinat du président Bush en octobre 2007, un documentaire fiction d'anticipation mélangeant images d'archives et fausses interviews, réalité et pure spéculation. That we did start to look at Islamic names first. A source with the FBI here in Chicago tells us the suspected assassin is in fact a Syrian man. Si j'avais fait un documentaire traditionnel sur les questions que soulève ce film, ça aurait été très dur d'avoir une large audience. C'est délibérément provocateur, mais les films doivent être provocants. Les films doivent parfois bousculer. Pour la séquence de l'assassinat, le réalisateur est allé filmer un déplacement de George Bush à Chicago. Après montage, les images prennent un tout autre sens. C'est un exercice de style sur la manipulation des images. Bon, c'est vrai que l'assassinat de Kennedy est dans les mémoires et que ça aide à porter l'attention au film. George W. Bush is dead. Le film fonctionne exactement comme un thriller avec les codes du documentaire. Au cinéma ou en télé, depuis quelque temps, les politiques sont matière à fiction. Lundi dernier, la chaîne anglaise Channel 4 diffusait un téléfilm satirique dans lequel Tony Blair, en 2010, se retrouve face à la justice pour crime de guerre suite à ses positions en faveur de la guerre en Irak. Are you Anthony Charles Lyndon Blair, former Prime Minister of Great Britain and Northern Ireland?
Yes, Your Honor, I don't think you've quite grasped this situation. I think perhaps you haven't grasped. Dans un tout autre style, hier soir, Arte diffusait Poison d'avril, un téléfilm qui revenait sur la campagne présidentielle de 2002. Pas de problème, ce seront Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. D'un seul coup, tout le monde s'est rendu compte que la politique, c'était une matière dramatique magnifique. Il y avait déjà Malraux qui avait dit la politique, c'est la forme de la tragédie moderne. C'est vrai qu'il y a tout. Aux États-Unis, certains cinémas ont refusé de programmer Death of a President. En France, le film ne sortira pas en salle. Canal+ a négocié l'exclusivité des droits. Il sera diffusé le 23 janvier prochain. Et maintenant, dans Plus Clair, tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le net, Marc Derian. YouTube s'invite au Super Bowl, la grande finale du championnat de foot américain. En partenariat avec CBS, diffuseur de l'événement, le site propose aux internautes d'enregistrer un message de 15 secondes sur un thème de leur choix. Le meilleur sera diffusé pendant le match qui aura lieu dans 2 semaines. Pour l'instant, les messages pacifistes raflent la mise, mais attention à ce que les 15 secondes de gloire ne deviennent pas 15 secondes de honte. Jimmy, give me back my DVDs. I loaned them to you like 6 months ago and I still haven't got them back. Un sondage publié cette semaine révèle que le nombre de téléchargements illégaux a diminué en France en 2006. Mais cela ne freine pas les ardeurs de Pirate Bay, un site de téléchargement basé en Suède. Pour contourner la législation sur les droits d'auteur, Pirate Bay veut acheter Sealand, une île située dans les eaux internationales. Un superbe petit bout de paradis que le site compte acheter grâce aux dons de ses utilisateurs. Il faudra réunir 1,5 milliard d'euros pour s'offrir Sealand. C'est pas gagné. Mystère, c'est le titre de la prochaine saga de l'été de TF1. Une série qui porte bien son nom puisqu'aucun journaliste n'a eu le droit d'assister au tournage. Alors pour créer le buzz, la chaîne a déjà lancé le site web de Mystère et distribue les infos au compte-gouttes. L'équipe a l'air super enthousiaste. Il y a des choses qui apparaissent mystérieusement dans les champs. Tout ça fait un mystère qui s'épaissit et on aura le résultat, mais au bout de 12 épisodes. Pour l'instant, le site n'est ouvert qu'à la presse. Le grand public pourra le visiter d'ici quelques semaines. Voilà, c'est la fin de Plus Clair. La télé, la radio, les journaux et les nouveaux médias. On en reparle samedi prochain à 12h40 en clair. Dans un instant, l'hebdo cinéma de Daphné Roulier. Salut et très bon week-end.